Et ce qui m'inquiète dans le féminisme de nos jours, avec lequel je suis tout à fait d'accord quand il s'agit d'égalité des salaires, bien sûr à mérite égal, bien sûr, et quand il s'agit de la liberté de la femme dans tout ce qui concerne ses fonctions féminines, comme par exemple limitation des naissances sous toutes ses formes, etc., ça je suis tout à fait d'accord naturellement. Mais il y a tout de même un élément gênant, c'est l'élément de revendication contre l'homme, une tendance à se dresser contre l'homme en tant que femme, qui ne me paraît pas naturelle, qui ne me paraît pas nécessaire, et qui tente à établir des ghettos. Des ghettos, on en a déjà assez, on en a trop. Et alors, quand je vois les femmes établir des maisons d'édition rien que pour femmes, ou même des clubs rien que pour femmes, ou n'importe quoi, ou des restaurants rien que pour femmes, ou des boîtes de nuit comme il y en a maintenant à Paris et ailleurs, rien que pour femmes, j'ai rien contre. Mais je me dis que c'est de nouveau un ghetto. Qu'elles auraient été bien fâchées il y a 30 ans si on leur avait dit que vous n'avez le droit que d'aller dans un restaurant pour dames, comme autrefois il y avait des compartiments dans les chemins de fer pour dames. Et qu'elles sont en train de recréer ça, ce qui est très malheureux. Et que rien ne se fera que par une compréhension, une sympathie et une collaboration plus grande des hommes et des femmes. Et je pense là-dessus ce que je pense sur le rapport de l'homme avec les espèces animales. Tout est sauvé par la sympathie, par la compréhension, par l'absence d'ignorance réciproque. Et je voudrais voir les femmes penser à une espèce de fraternité humaine, au lieu de s'opposer d'un groupe à un autre. C'est ce qui m'empêche d'adhérer, enfin de signer mon nom sur les prospectus de la plupart des organisations féministes. Je n'aime pas les étiquettes, et femme en un sens est une étiquette. Et je n'aime pas tout ce qui sépare et réduit les êtres à certaines attitudes. Je voudrais qu'une femme ait la liberté d'être aussi femme ou aussi peu femme qu'elle le veut. Diderot a écrit un livre, si je ne me trompe, un essai, qui s'appelle Le paradoxe du comédien. Et il y a aussi un paradoxe de l'écrivain. Et le paradoxe, c'est que deux choses à la fois sont vraies et elles sont contradictoires. L'une est que l'écrivain doit être profondément soi-même. Il doit avoir un apport personnel à donner. L'autre, c'est qu'il doit s'oublier soi-même, sortir de soi-même, faire table rase de soi-même. Les deux exigences ont l'air d'être contradictoires. Dans la réalité qui comprend toutes les contradictions, elles ne le sont pas. Nécessairement pas. La plus grande raison, je crois, d'être de la mauvaise littérature, c'est que l'écrivain, et particulièrement le jeune écrivain, mais pas nécessairement si jeune que ça, il peut même être très vieux, se dit « je pense quelque chose » ou « je sens quelque chose » ou « je me dis quelque chose ». Par conséquent, en avant, on est bon pour un livre. Et c'est tout à fait faux pour une simple raison. Est-ce qu'il pense quelque chose? Est-ce qu'il sent quelque chose? Est-ce qu'il se dit quelque chose? Ou est-ce que ce qui traîne dans son esprit sont des espèces de réflexions de poussière, de choses qu'il a entendues, de choses qui lui ont été dites, de choses qu'il croit qu'il sent et de choses qu'il croit qu'il croit? C'est-à-dire que nous sommes à des années-lumière de la réalité. Et le premier devoir de l'écrivain me paraît être avant tout l'attention. Une très grande attention à ce qu'il sent, à ce qu'il éprouve lui-même, une attention, je dirais presque médicale, enfin scientifique, pour ne pas se tromper, pour ne pas se flouer soi-même, et une immense attention à l'univers qui l'environne. Quelqu'un qui se dit, bon, je vais m'enfermer pour écrire un livre, est sûr d'avance que ce livre sera mauvais. Nous allons voir pourquoi. Ibsen a dit merveilleusement, un écrivain qui ne vit plus est devenu un mauvais écrivain. Il ne fait plus que d'écrire des livres. C'est-à-dire il est coupé d'un certain mouvement vital. Et c'est sur cette ligne de mouvement vital qu'il s'agit de rester. Et non seulement la vie présente, mais la vie passée fournit à un livre beaucoup de sa substance, beaucoup plus que l'écrivain ne le dit, mais pas comme le public le croit. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement l'histoire de l'écrivain. Après que j'ai écrit
la mort d'Antinos noyé dans le Nil, des gens venaient me demander d'un air de componction si j'avais eu un ou des amis qui s'étaient noyés. Mais non, pas précisément. Ce n'est pas de cette façon-là. Ce dont il s'agit, c'est de bloquer tout ce qu'on a appris de la vie à travers ces personnages, à travers les circonstances qu'on décrit. Parce que ce que nous n'avons pas vécu, nous le voyons toujours à travers une certaine convention et un certain préjugé. C'est seulement en ayant fait quelque chose, ou en ayant subi quelque chose, ce qui est peut-être encore plus important que faire, qu'on apprend à voir ce que les choses sont. Tant que quelqu'un n'a pas été riche, il parle des gens riches comme d'une espèce de monstre, qu'ils sont souvent, mais sans savoir exactement ce que signifie la possibilité pour quelqu'un, pour un certain temps, de vivre à sa guise, ou de dépenser à sa guise. Quelqu'un qui n'a pas été pauvre ne connaît pas du tout les servitudes de la pauvreté. Il se figure qu'il n'a pas les moyens d'acheter une aussi bonne paire de souliers qu'autrefois, ou d'entrer dans un aussi bon restaurant. Ce n'est pas du tout ça. La pauvreté est un état presque mystique, très compliqué, et qu'il faut avoir traversé pour le connaître. Et la même chose de tous les états, la maladie est un état. Et quelqu'un qui n'a jamais été malade serait un monstre, disait Tolstoï. Il serait en tout cas un très mauvais écrivain. D'autre part, quelqu'un qui a complètement renoncé, perdu la santé, est probablement quelqu'un qui peut écrire très profondément dans certaines directions, mais qui de nouveau n'est plus sur le même flot vital. À tel point que de nouveau les techniques orientales, les techniques psychologiques orientales, conseillent à quelqu'un de très malade de s'imaginer marchant, de s'imaginer montant une montagne, de s'imaginer nageant, pour ne pas perdre tout à fait le contact avec toutes les réalités corporelles. Et donc, c'est cette utilisation de la vie par le livre qui est si importante. Maintenant, bien entendu, la vie offre beaucoup plus de possibilités qu'un écrivain ne peut en employer dans ses livres. Il choisit toujours parmi ces possibilités. Et la question du choix, là, est excessivement mystérieuse, je ne me flatte pas de l'expliquer. Pourquoi un écrivain choisit-il certains sujets plutôt que d'autres? Pourquoi y a-t-il une continuité dans certaines directions dans son œuvre, à travers la diversité? C'est très difficile à dire et personne ne l'a jamais expliqué. Là, on doit probablement remonter à une mémoire ancestrale, à des gènes, à quelques systèmes métaphysiques qu'on voudra, qui expliquent le fait que certaines influences, certaines impressions dominent certains êtres et ne dominent pas les autres. C'est vrai dans la vie et c'est vrai aussi dans l'écriture. Et c'est ce qui différencie l'écriture d'un Shakespeare de l'écriture d'un Tolstoï, par exemple, ou d'un Schopenhauer. Et très souvent, on nous dit une grande partie vient de l'influence des livres lus jeunes. On le dit un peu moins maintenant. Les philosophes, les psychologues les plus récents pensent moins à ces influences de l'extrême jeunesse. Quand il s'agit de l'influence d'autres écrivains, elle est très visible, et elle est généralement fâcheusement visible, dans la plupart des premières œuvres des auteurs. Par exemple, si vous prenez les premières œuvres d'Hugo, qui sont déjà très bien faites, parce que c'était un virtuose dès son berceau, on voit très bien qu'il imite les poètes assez médiocres du XVIIIe siècle, qui est la première chose qu'il avait lue. Il me semble, Marguerite Yourcenar, quand on regarde un peu tous vos livres, et quand on observe aussi votre vie, qu'il y a d'une manière sous-jacente cette leçon, il ne faut pas hésiter à rompre les amarres, il ne faut pas hésiter à rompre les habitudes et à partir. Ça, bien sûr. Je me demande, il y a beaucoup de gens qui conseillent de ne pas rompre les amarres. Ah oui, oui. Je crois qu'il y en a oui, beaucoup, et particulièrement en France. Peut-être, peut-être. Mais vous pensez qu'il y a une philosophie, ou plutôt une morale du voyage, une morale du départ, oui. une morale de la liberté, qui, remarquez, n'est jamais la liberté véritable, comme je l'ai fait dire à Zénon, puisqu'on toujours on rentre dans de nouveaux rapports, dans de nouvelles conditions qui de nouveau nous contraignent. Hein. Oui. Sans ce ne serait pas la vie. Mais le conformisme est pour vous une méchante maladie? C'est une misérable maladie, en tout cas. Et pourquoi est-ce une misérable maladie? Parce qu'elle vous empêche d'exister. Parce que les gens qui sont véritablement conformistes n'ont pas vécu.
Les biens rendent conformistes, l'accumulation des biens, les richesses. C'est dans les Nouvelles Orientales, je ne sais plus dans quel conte, il y a cette phrase. Et cet homme raffiné eut enfin goûté tout son soûl au luxe suprême qui consiste à se passer de tout. Remarquez que c'est un sentiment que je mets dans l'esprit, sur les lèvres d'un prince japonais qui est devenu un moine bouddhiste, mais que nos ancêtres du XVIIe siècle auraient parfaitement compris. Ils se retiraient eux aussi, à la fin de leur vie, dans un monastère quelquefois, ou enfin, passaient la main. Oui, mais tout au long d'une vie, on s'attache pas seulement à des êtres, on s'attache aussi à des objets, à des souvenirs, à des photographies, à des... Ça n'est pas méchant, mais il faut toujours pouvoir s'en passer. Oui. Mais vous ne nous en passez pas ici, parce que... Oui, bien sûr, puisqu'ils sont là. Mais le jour où ils n'y seront plus... Peu importe. Oui. Vous savez la belle phrase de Cocteau que j'ai déjà citée dans je ne sais quelle entrevue. Qu'est-ce que vous emporteriez si la maison brûlait? J'emporterais le feu. Joli. Très joli. Et est-ce que cette fatalité du mal va pas finalement emporter, tous nous emporter notre civilisation? Je crois qu'elle le fera. Je crois qu'elle le fera parce qu'elle prend une forme excessivement insidieuse. Évidemment, il y a les gens atroces. Il y en a. Il n'y en a peut-être pas tant que ça. Mais il y a énormément de gens veulent. De gens qui laissent aller, de gens qui laissent faire, ou de gens naïvement crédules. Ils ne sont pas fermes, comme vous avez dit tout à l'heure. Ils ne sont pas fermes. Ils ne sont ni fermes ni clairvoyants, parce qu'il s'agit d'être clairvoyant en même temps que ferme. Et alors, avant d'avoir persuadé tous ces gens-là qu'il faut faire quelque chose, il est très probable que les atroces, les affreux, auront triomphé. Est-ce que laisser des livres sur cette terre, ce n'est pas aussi beau qu'y laisser des enfants? Mais je crois qu'en ce moment, c'est beaucoup mieux de laisser des livres que de laisser des enfants. Des enfants, nous n'en avons déjà que trop. Et le grand point serait d'arriver doucement à une réduction de la masse humaine qui rende à chaque être humain sa propre dignité. Oui, mais qui n'amène pas les massacres de l'avenir. Mais j'entends dire aussi qu'à Paris, en tout cas, qu'il y a trop de livres. Je crois aussi qu'il y a trop de livres. De même qu'il y a trop d'êtres humains, il y a trop de livres. Ah bon? Et il m'arrive de penser aussi aux feuilles des arbres qui ont été sacrifiées pour écrire tous ces livres. Alors là, j'éprouve quel cœur mort.